Pour ce lundi soir, nous accueillons Stéphane Lelay pour son livre Plateforme. Alors, c'est un livre écrit donc avec Fabien Lemosy, Plateforme, la colonisation du travail et de la démocratie. Un livre donc qui se penche sur les plateformes, mais qui a son cœur, dont le cœur, le socle repose peut-être, on va y revenir, sur une enquête donc dans le domaine dans le monde des livreurs de repas, un certain type de plateforme, on définira ça, mais qui se penche aussi sur cet objet, alors qui est un nœud, j'aurais dit entre un modèle économique, mais vous allez nous expliquer, c'est peut-être pas ça, un modèle d'organisation du travail, ou en tout cas, de management, qui renouvelle des rapports de domination en conjuguant un étrange mélange. On le voit vraiment bien à la lecture entre un retour à un travail payé à la tâche façon 19e siècle, mais des modalités de contrainte, des effets sur les subjectivités très liés à cet ancrage techno-numérique qui a donné naissance à ces structures et qui donc montre des nouvelles formes de domination. Donc c'est cette enquête sur ce nouveau cybertariat des micro-entrepreneurs du numérique, sur l'opacité avec laquelle ils fonctionnent, qui nous a particulièrement intéressés, et qui permet de voir un peu les effets sur des subjectivités au-delà même du simple, du travail et de cette course dans laquelle sont pris justement tous ces travailleurs. Peut-être que pour commencer, on aurait bien aimé définir, peut-être avant de revenir sur le cœur de l'enquête, quand même cette notion de plateforme qui est floue et qu'on sait peut-être pas très bien comment attraper. Comment vous la posez ? Alors déjà pour rebondir sur modèle économique et organisation du travail, les plateformes sans doute, je dis sans doute parce que je suis pas économiste, donc, mais je pense que des économistes auraient leur mot à dire sur quel est le modèle économique des plateformes, parce que c'est sûr qu'il y en a un. D'après ce que j'ai cru comprendre, le modèle économique de la plateforme au niveau de la livraison n'est pas rentable. Ce qui veut dire que si les plateformes existent toujours, c'est qu'elles vont tirer leurs ressources monétaires ailleurs. Je suis pas économiste, le ailleurs, je ne sais pas trop. Il y a des levées de fonds, donc je pense qu'il y a des gens qui font des paris financiers sur l'avenir en pensant qu'un jour ça rapportera de l'argent, donc sans doute qu'ils investissent là-dedans. Si j'ai bien compris le livre de Zuboff sur les plateformes, il y a également le fait de réussir à extraire de la donnée et ensuite de la monnayer à d'autres entreprises pour qu'elles l'utilisent à des fins marketing ou à des fins publicitaires, etc., qui aussi génèrent des ressources. Mais je ne sais pas si c'est rentable ou pas, mais visiblement ça doit quand même l'être un petit peu. Et ensuite, il y a peut-être des perspectives, mais qui sont un peu plus larges. Et là, il faudrait aussi discuter avec les économistes. C'est plutôt des projets de redéfinition, mais plus global. Je pense notamment pour la livraison, c'est la redéfinition de tout ce qui est logistique. C'est-à-dire que les plateformes qui s'investissent dans la livraison à vélo, c'est pas tant la livraison à vélo qui les intéresse que d'avoir des données qui leur permettent de maîtriser tous les flux qui sont dans la ville, tous les flux de circulation, et notamment les flux de circulation de marchandises, pour ensuite peut-être les redessiner d'une manière un peu différente et les contrôler. Donc ça, il faudrait discuter de ces trucs-là. Moi, j'avoue que là, je ne suis pas suffisamment calé pour en parler. Par contre, ça, on peut l'affirmer suite à nos enquêtes avec Fabien Lemosy, les plateformes dont il est question, les plateformes de livraison, sont des organisations du travail. Ça, c'est sûr. Pourquoi on en est si sûr ? Il faut revenir à comment les plateformes se définissent elles-mêmes. Au départ, les plateformes, elles disent nous, on est une intermédiation technologique. En gros, on met en contact de manière virtuelle des acteurs. Le client qui commande, le restaurateur qui fournit et le livreur qui fait lien entre les deux. Donc, il y a en gros une intermédiation entre trois acteurs. Nous, on dit non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est une organisation du travail à 4 acteurs. Puisque la plateforme elle-même est un acteur direct. Et pourquoi c'est un acteur, l'organisation du travail ? C'est parce qu'en fait, c'est la plateforme. Alors, derrière la plateforme, c'est aussi les gens qui travaillent. Je vais dire plateforme, mais il faut penser à tous les gens qui travaillent. Donc là, il faut revenir aux travaux de Casilli, les travailleurs du clic, etc. Mais une plateforme, elle ne fonctionne pas toute seule. Mais pourquoi la plateforme est une organisation du travail ? Parce que c'est elle qui, en fait, organise le travail du livreur. C'est elle qui va distribuer
les commandes selon des modalités que personne à l'extérieur de la plateforme ne comprend. C'est des modalités, enfin c'est des algorithmes que personne ne connaît. Et même, on me dirait, c'est des petits lutins qui finalement font des trucs au hasard en appuyant sur des touches. Ok, d'accord. De toute façon, on sait pas. Pour nous, on sait pas. Et les livreurs, encore moins. Alors les livreurs, peut-être que comme ils ont accès à au moins une partie de l'application, ils en savent peut-être un peu plus que moi pour le coup. Mais eux, de toute façon, pareil, l'algorithme, ils ont une vision obscure, totale. Donc, il y a les commandes qui sont délivrées aux livreurs selon des modalités que personne ne comprend. Le prix est fixé selon des modalités que personne ne comprend et qui changent en permanence. Le prix de la course, le prix des courses. Ouais. Et ensuite, il y a tout le contrôle managérial, je pense qu'on reviendra là-dessus, le temps, enfin la qualité de la prestation, le temps qui a été mis, le fait de pouvoir refuser ou pas des commandes, etc., etc. Donc c'est en gros la plateforme qui organise tout le travail prescrit, parce qu'on reste bien sur la question du travail prescrit, qui organise tout le travail prescrit du livreur. Et qui naît à peu près quand, si on veut, c'était parce que ça c'est l'économie du numérique, c'est le côté pléthorique, la multiplicité d'offreurs, de demandeurs, puis on voit apparaître ces middlemen de médiation. Alors si je dis pas de bêtises, alors là c'est pareil, pas de chance, il aurait fallu que Fabien soit là, parce que lui il était plus là-dedans, vu qu'il a fait déjà une enquête par observation à l'époque, mais je crois que c'est aux alentours de 2015 que ça commence à s'installer. Pour Uber Eats, Deliveroo, voilà, qui sont les vôtres. C'est noté, Uber Eats c'est 2015. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc 2015, en France ça arrive, ça s'installe un peu plus. En France ça explose au moment de la pandémie du Covid, c'est clair, c'est vraiment à ce moment-là. Mais en gros dans les pays anglo-saxons c'est plutôt de 2015. Ça s'installe gentiment. D'ailleurs, ça passe plus par les chauffeurs au départ que par les livreurs de food. Mais les livreurs de nourriture en France, c'est vraiment le Covid. Où là, le truc a explosé. Et d'ailleurs, c'est le début des soucis, entre guillemets, pour les livreurs de première génération. Parce que c'est à ce moment-là que vous expliquiez. Ouais, alors c'est ça, on est sur l'enquête. C'est à ce moment-là que les livreurs de première génération ont commencé à disparaître des plateformes et être remplacés par des livreurs de plus en plus précarisés. Mais pardon, mais c'est pas le Covid qui explique les plateformes de livraison, non. puisque elles avaient démarré bien avant. Elles avaient démarré avant. Et ça a été le coup de fouet. Peut-être. Ça a été c'est ce que nous on avait appelé la banalisation du recours aux plateformes en fait, parce que à un moment donné, en plus, en gros, même si pour manger, à certains moments, c'était impossible de manger sans passer par une plateforme, si on n'avait rien sous la main. Oui, c'est une conjonction économie de la flemme qui apparaît, que vous tenez un peu à distance, et autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, même s'il n'y avait pas eu le Covid, on peut penser qu'à un moment donné, ça aurait sans doute mis plus de temps, mais ça se serait installé en France comme dans les pays anglo-saxons, je pense. Et vous l'abordez donc par le bas, par la question par le bas, parce qu'on parlait de ces modèles de type économique, mais par vraiment une enquête chez les livreurs, qui a été en partie observation participante, vous en parlez. En fait, voilà, Fabien Lemosy en 2018 fait une enquête participante, observation participante en tant que livreur. Il vit des choses, il voit des choses qui le questionnent, qui le déstabilisent, etc. En 2020, on a la possibilité, avant le Covid, c'est hyper important parce qu'en fait, en 2019, on dépose un projet de recherche au ministère du Travail qui porte en partie sur les plateformes de livraison pour creuser ce que lui, il avait commencé à voir un peu pendant son observation. On a le financement, donc on se dit, c'est cool, on va pouvoir lancer une enquête. Et nous, les enquêtes, c'est des enquêtes collectives. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le vécu subjectif des travailleurs face à leur organisation du travail, dans le cadre d'activités très spécifiques. Donc là, en fait, ce qu'on voulait comprendre, c'est comment des livreurs sur des plateformes font pour se débrouiller avec une plateforme, un truc qui est insaisissable, qui existe sous forme d'une application plus ou moins, et puis après, dont on peut voir les effets quand on va voir le restaurateur ou le client, mais la plateforme en tant que telle, c'est vrai que c'est très évanescent. Donc comment des gens qui sont confrontés à ça font pour se débrouiller avec ça, à la fois
pour faire les activités, mais également d'un point de vue subjectif, pour tenir dans les activités et face aux exigences de l'organisation du travail. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. En gros, c'est comment on fait, pour le dire vite, c'est comment on fait pour pas devenir fou, alors que l'organisation du travail fait que tout est là pour devenir fou. Donc c'est ça qu'on essaie de comprendre. C'est comment on tient pour pas perdre la raison. Et qu'est-ce qui se passe au moment où on monte le collectif d'enquête ? On les voit une fois et il y a le confinement. Donc l'enquête, elle est arrêtée en plein vol, pour le cas de le dire. Sauf que ce qui se passe, et donc là on avait commencé une deuxième enquête avec des coursiers à vélo d'une SCOP, donc organisation du travail totalement différente, autogestion, collective, on discute du travail, on sait exactement comment les commandes sont organisées, donc rien à voir. Mais pareil, c'est stoppé par le Covid, et au moment du déconfinement, les deux collectifs, en fait, tout de suite, souhaitent redémarrer l'enquête pour pouvoir nous raconter ce qu'ils ont vécu pendant le confinement. Parce qu'eux, ils ont continué à bosser, en fait, pendant que nous, on était confinés. Pour une grande partie d'entre nous, au chômage partiel et confinés à la maison. Eux, ils étaient dans les rues. On voyait que, d'ailleurs. Et eux et les éboueurs. Oui. Et les soignants qui allaient au boulot. Alors, on en a vu quand même. Hein. La première ligne, la femme. On en a quand même vu. Mais effectivement, on voyait dans la rue, on voyait beaucoup les livreurs, et pour eux, c'est une période qui est très très bizarre, en fait. Mais bon. Donc, voilà comment part la première enquête. On a réussi à monter un collectif avec des gens qui pourtant travaillent de manière individuelle, donc grâce à un collectif militant qui s'appelle Le CLAP, qui était sur Paris, qui est intéressé par la question de la santé mentale dans le travail. Et donc qui invite un certain nombre de livreurs, alors plus ou moins avec des affinités militantes, faut pas se le cacher, mais pas que. Et invite à venir à la réunion d'information sur comment on bosse, à partir de quoi on bosse, quel modèle théorique, parce qu'on en passe toujours par ça. On explique comment on travaille pour que les gens viennent en sachant exactement ce qu'on va faire. On monte le groupe, le collectif de travail, on fait l'enquête, et ça c'est la première enquête. Donc en gros c'est vraiment les livreurs de première génération qui sont soit d'anciens coursiers, soit des gens qui adoraient le vélo, qui auraient aimé rentrer dans le milieu de la course, mais qui n'ont jamais réussi à s'intégrer parce que le milieu de la course est très particulier. Et tout le monde ne peut pas rentrer dans le milieu de la course. Donc je sais pas si c'est intéressant d'en parler là, mais c'est un milieu qui est très viriliste. Aussi, ouais, ça serait peut-être pas, on peut en revenir après, mais ouais, sur le. C'est un milieu qui est très viriliste, et donc le milieu de la course traditionnel est organisé autour de ce qu'on appelle des stratégies collectives de défense viriles. Comme ce sont des structures vraiment où il y a des collectifs de travail, pour faire le métier de la course, il faut pas avoir peur de monter sur un vélo en milieu urbain, parce que c'est extrêmement agressif pour les gens qui sont en vélo. Donc ça, les cyclistes actuellement s'en rendent compte, en fait, qui ne font pas ce travail-là. Maintenant, ils le voient bien. Mais les coursiers, ils le savent depuis très longtemps, ça, puisque c'est leur boulot. Et donc, pour ne pas avoir peur, en gros, peur de mourir, déjà, il faut mettre en place un certain nombre de pratiques qui sont extrêmement viriles. En gros, il faut dénier la peur de la blessure et de la mort. Et ça passe par des pratiques qui, en fait, vont rajouter du risque au risque. Donc, c'est quoi le meilleur truc pour rajouter du risque en vélo ? C'est de ne pas avoir de frein. De ne pas mettre de casque. De prendre des sens interdits. De ne pas s'arrêter au feu. Sens interdit, pas s'arrêter au feu, on peut comprendre, gagner du temps. Non, mais parce qu'en fait, sur le fond, il ne gagne pas de temps. Vraiment, sur le fond, il ne gagne pas de temps. Les ronds-points, ne pas ralentir, accélérer. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Prendre tout un tas de drogues. Se bourrer la gueule. Faire les allées 4, ce qu'on appelle les allées 4. Des courses nocturnes illégales dans les villes. Donc voilà, tout ça c'est le milieu coursier. Mais ça, c'était la première génération, c'était très marqué. Les coursiers, c'est même pas la première génération de livreurs, c'est les coursiers, c'est ceux qui sont... vous connaissez la série Suits et encore, lui, il travaille tout seul, mais... c'est vraiment la première génération, c'est les mecs qui font les livraisons de plis... C'est les bike messengers, c'est ça ? Donc, ont toute une mythologie, vous en parlez, avec quelques films où ils sont héroïsés, vraiment. En gros, c'est le cowboy, un peu le cowboy moderne. Cowboy urbain, ça, on n'en voit plus, là.
existe encore quelques. Enfin, à Paris, en tout cas. La scope, elle existe. Par exemple, il y a une scope de coursier, mais ils fonctionnent pas tout à fait sur le même modèle. Ouais. Ils ont. Parce que c'est compliqué. Enfin, les stratégies viriles, à un moment donné, c'est aussi compliqué à tenir. Mais là, en tout cas, dans ce milieu-là, au départ, dans le milieu traditionnel des bike messengers, donc ça, c'est les ethnologues, les ethnographes anglo-saxons qui le renseignent dans leurs études. C'est un milieu qui est extrêmement viril. Donc, ne rentre pas qui veut. En plus, c'est un. Du coup, on est obligé. Enfin, il y a une sélection à l'entrée. Voilà. Donc, les premières générations de livreurs de plateformes, c'est soit des gars qui viennent de ce milieu-là et qui vont sur les plateformes en plus pour se faire pour gratter un peu d'argent. Parce qu'au début, ça rémunère quand même. Au tout début. Soit des gars qui n'ont jamais pu rentrer dans le milieu de la course et qui se disent, ils adorent le vélo. C'est des mecs qui adorent le vélo. C'est ça aussi le truc. Il y a l'amour du vélo. C'est pas que du virilisme bête et méchant. C'est des types, c'est des fêlés de vélo, quoi. Ils les bichonnent, ils sont techniquement, du vélo en ville. Pas que, non. Ils se voient à l'extérieur, ils partent en vacances ensemble, ils font les montées du Ventoux, du truc, ils font des parcours en Europe. Non. Moi, je pensais que c'était la prouesse de pas rapidité de circulation en ça, ville. C'est les allées 4, ça joue beaucoup. Ouais. Mais après, pendant leurs vacances, ils partent en groupe de coursiers, ils vont juste pour le plaisir de faire du vélo sur les routes, aller voir des endroits, d'aller voir des potes coursiers dans d'autres villes. Ils font des trips en Europe. Le cyclisme, c'est quand même très connu. Mais le cyclisme pendant le temps de vacances. Alors que c'est aussi leur métier, quoi. Après, juste pour dissocier viriloïde peut-être de ça reste un milieu exclusivement quasiment masculin. Je crois qu'on en reste à 2% quand même. Oui, hyper masculin quand même. 2% de femmes, c'est quasiment rien. Et là, sur les 3 générations, pour le coup, l'hégémonie, c'est quand même des hommes. Et dans le monde du cyclisme aussi, cyclisme en tout cas de. Oui, et puis pour avoir discuté avec des livreuses ou d'anciennes livreuses, clairement, elles font comprendre que à un moment donné, il faut adopter aussi un certain nombre de pratiques, sinon c'est compliqué, de pratiques viriles. Et la question des stratégies de défense virile, c'est des choses qu'on repère dans d'autres métiers. En fait, Christophe Dejour les a repérées dès les années 70 dans les collectifs ouvriers. Donc c'est pas en fait quelque chose qu'on découvre là avec les coursiers. Sauf que nous, en fait, ce qui nous a interloqué, c'est quand on lit les travaux des chercheurs anglo-saxons qui parlent de la culture du bike messenger, etc. En fait, eux, ils vont pas chercher la question de la virilité défensive dans le travail, parce que c'est pas ce qui les intéresse. Par contre, ils montrent bien qu'effectivement, il y a tout un tas d'éléments de la culture bike messenger qui, relus à l'aune de la psychodynamique du travail, permet de comprendre comment ces éléments-là, ils sont utilisés pour tenir dans le travail. Et effectivement, bien sûr qu'il y a le jeu, et là, les 4, c'est un jeu. Mais en fait, alors là, j'ai écrit un autre bouquin avant celui-là qui s'appelle Jouer. Les pratiques de jeu, notamment certains jeux sont défensifs, sont à visée défensive. Parce que ça permet justement d'organiser les pratiques défensives sous une forme on a l'impression que c'est pas du travail, on a l'impression que c'est moins agressif, on a l'impression que c'est plus fun, que c'est plus cool. Et les plateformes utilisent ça aussi. Ouais, en fait, elles mettent en place des pratiques de gamification. Voilà. C'est ça. Mais sans parler de la gamification mise en place par les plateformes, les livreurs eux-mêmes mettent en place des pratiques ludiques qui en fait sont, d'un point de vue instrumental, sont pas très compréhensibles. Si on en reste uniquement au gain de temps, etc., c'est ça pas. Je sais plus si j'en parle là, mais Peter Sagan, donc un grand cycliste qui s'amuse à faire un sprint en haut de la côte, qu'est-ce qu'il fait ? Il saute comme un cabri pour faire un saut de cabri avec son vélo. Au point de vue instrumental, ça n'a aucun intérêt. En fait, lui, c'est pas ce qu'il recherche à ce moment-là. Il cherche à s'amuser, à faire un truc fun qui lui fait plaisir sur le moment. Et donc ça participe juste pour peut-être se détendre, pour relâcher un peu la pression, je ne sais quoi. Mais voilà. Et donc, il y a un certain nombre de pratiques. Rester sur le plus longtemps possible sans poser le pied par terre, etc. Eux, ils vont expliquer ça, sûr, parce que ça permet de redémarrer le plus vite possible. C'est pas que ça. Parce qu'en fait, d'accord. Pas tant que ça.
Et c'est pratique ludique, parce qu'on a parlé de première génération. Alors, on peut définir les deuxième et troisième, et aussi se demander est-ce qu'elles persistent, ou est-ce que finalement c'est justement un peu la matrice. Non, en fait, dans la première génération, elles existent. Les gars nous racontent bien qu'ils faisaient des courses, ils s'amusaient à faire des courses. Alors, ils prévenaient pas le cycliste avec qui ils étaient en course, parce que c'est un cycliste lambda en fait. Juste, ils se tapent une course avec le gars en question, soit pendant les livraisons, soit entre deux livraisons. Donc ils s'amusent à faire des choses comme ça. Effectivement, ils aiment faire du vélo et ça les amuse de faire la course, quoi. De montrer qu'on a des gros mollets. Enfin, il y a des trucs comme ça en plus qui sont assez intéressants. Hein. Montrer qu'on a des gros mollets, faire la démonstration de sa vitesse quand il y a une jolie fille qui passe, parce que ça va permettre de se montrer. Enfin, toutes ces choses-là. La deuxième, des trucs un peu narcissisants, dont on a l'impression qu'ils disparaissent complètement après. Voilà, pour nous, ça participe de la virilité défensive en fait. Ça vient réassurer peut-être des failles narcissiques justement liées au fait que le travail en termes de reconnaissance c'est pas comment dire, c'est pas le métier où on a le plus de reconnaissance à la fois des collègues et à la fois des clients, et donc pas du tout la plateforme hein, bien évidemment. Donc il faut trouver des pis-aller en fait pour se dire ok quand même je continue à faire le travail. Mais en tout cas les pratiques ludiques qui pouvaient exister comme ça avec la première génération, parce que eux ils aiment le vélo. Avec la deuxième génération déjà, comme c'est un public un peu différent, on est plus sur des lycéens ou alors des gens très précaires qui en gros font ce boulot-là comme un boulot à côté, et notamment beaucoup dans les banlieues. Et donc là il y a un géographe, Hugo. Bien évidemment, je ne vais pas me rappeler ton nom de famille, Hugo, qui a fait un travail là récemment sur, en gros, à Nantes, je crois, où vivent les livreurs et où ils travaillent, etc. Donc bon, c'est beaucoup de gens qui viennent des quartiers populaires. Racisés. En grande partie racisés. Mais donc la deuxième génération, ça commence, voilà, un changement. Voilà. C'est pas que des gens racisés, ça peut être. Mais ça commence. Mais ça commence. Et alors par contre, donc avec le Covid, donc là il y a eu des moments un peu différents. À un moment les gens gagnent de l'argent. À un moment donné il y a tellement de livreurs, d'après ce que eux en comprennent, il y a tellement de livreurs sur les plateformes que le prix des livraisons chute. Ce qui fait que les livreurs de première génération disent c'est plus du tout rentable, etc. Donc on arrête. Mais ils y retournent quand même un moment. Enfin, il y a eu comme ça quelques mouvements d'aller et venue. Mais la sociologie quand même des livreurs change. Et puis, avec la dégradation et des conditions de travail et des conditions de rémunération, à ce moment-là apparaissent les livreurs dits de troisième génération, qui sont plutôt des livreurs plutôt sans papier. Et on apparaît même, il y a comment dire, des nouvelles pratiques comme la location de compte, la sous-location de compte, c'est ça. Qui s'installe vraiment, qui s'installe de manière pérenne quand il y a beaucoup de livreurs sans papier qui sont sur les plateformes. Il y a un intermédiaire de plus, quoi. La location de compte, ça n'apparaît qu'avec l'émergence de la population sans papier, c'est ça. On nous en a parlé à ce moment-là, parce qu'en fait, les livreurs de première génération, ils montent facilement leur statut d'auto-entrepreneur. Ça peut... Alors, la sous-location, je crois que la première fois qu'on en entend parler, ceci dit, c'est avec les lycéens. Parce que comme ils sont mineurs, normalement, ils n'ont pas le droit de monter. Donc ça commence, mais ça reste... mineur. Une minorité au niveau de la masse des livreurs, pour ce qu'on en sait en tout cas. Mais par contre, ça devient massif quand les livreurs sans papier deviennent, je crois même majoritaires en fait, sur la livraison. Le film l'histoire de Suleiman là le montre bien. Hein. Ouais. Je confesse, je n'ai pas vu le film parce que à ce moment-là, on finissait en plus d'écrire le livre, ça s'est télescopé. Mais d'après ce que j'ai compris, oui, il dépend d'un loueur. Ouais. Il n'a pas de papier de toute façon. Donc là, on a les trois générations. C'est ça. Et la troisième, donc, qui participe, ce que tu as évoqué, de cette racialisation, parce que vous montrez bien aussi comment ça, petit à petit, ça crée des clivages de plus en plus forts, en tout cas.
Alors, pareil, dès la première enquête, les gars, ils nous en parlent. Ils disent qu'ils s'en sont rendus compte, parce que il y avait déjà des regroupements dans certains quartiers, sur des bases soit communautaires, soit ethniques, soit peut-être aussi de connaissances plus de réseaux, de familiaux ou amicaux, ce genre de choses. Mais il y avait déjà des points, en fait, qui étaient spécialisés, si on peut parler comme ça, avec déjà des tensions qui existaient. Mais nous, les gars qu'on voit, ça reste des gens, des gars blancs, en fait, donc qui, du coup, fréquentent pas nécessairement ces points-là, mais ils voient qu'il y a parfois des altercations. Par contre, dans la deuxième enquête, où là, on a fait qu'avec des gens d'origine Afrique noire, donc pas mal Côte d'Ivoire, je crois, et Sénégal, eux, clairement, ils nous disent qu'il y a vraiment des répartitions par soit origine nationale, soit origine plus fine, avec vraiment des coups de pression qui peuvent aller jusqu'à la violence physique, avec quelque chose qui est quand même qui est fou, ce qui montre bien aussi l'emprise des plateformes. C'est que c'est pas parce qu'on est à un point, c'est pas parce qu'on stationne à un point près d'un restaurant qu'on va avoir la commande de ce restaurant-là, puisque en fait la plateforme elle fonctionne pas nécessairement comme ça. Donc, mais il y a cette croyance que voilà, si on stationne là, on va ça va sonner plus, quoi. Ouais, parce qu'on est géolocalisé à proximité de. Donc, mais c'est même pas la logique, qu'il y a vraiment aucune. Je crois, c'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ces regroupements communautaires, disons, ça va pas à l'encontre avec ce que vous expliquez de l'atomisation, justement, Bah oui et non, parce que en fait, la question de l'atomisation, c'est l'atomisation des collectifs de travail. En tout cas, quand je parle de précarisation et que je parle d'atomisation, c'est ça que ça veut dire. Quand vous parlez des collectifs de travail, vous parlez de... Qui forment pas un collectif. Par exemple, si on prend le secteur de la course, au départ, les back messengers, ils travaillent dans des entreprises classiques. Ah, c'est ça. D'accord ? Ils sont salariés, du coup. Ils sont salariés. Il y a des cadres dispatchers. Il y a un dispatcher qui, avec son logiciel, qui organise des commandes, etc., qui organise des tours et qui dispatche, comme son nom l'indique. Et qui reste en contact avec les gars pendant les livraisons, tout ça. Il y a des rapports avec des humains, quoi. Et une organisation du travail qui peut être plus ou moins discutée, mais qui peut quand même être un peu discutée. Il y a des chercheuses canadiennes qui montrent que ce modèle-là, dès le milieu des années 2010, il commence à être cassé par les boîtes de courses, par les entreprises de courses elles-mêmes, qui externalisent les coursiers. Au nom de, sans doute, faire des économies. Mais je pense qu'il y a aussi le fait de casser justement la cohésion collective des coursiers, parce que ça peut-être que ça évite un certain nombre de revendications, etc. Mais en gros, elles font ce qu'ont fait les industries classiques 40 ans avant. Jusque-là, rien de... Donc, les entreprises de course commencent à précariser leur main-d'œuvre. Déjà, au moins, les chercheuses montrent que ça existe déjà, cette précarisation, déjà dans le milieu des années 2010. Peut-être que ça existait un peu avant, mais elles le montrent pour le Canada. Les plateformes, elles sont pas encore en place à ce moment-là. Donc ce processus d'atomisation, il commence par les entreprises capitalistes classiques. Ensuite, donc, quand on est comme ça atomisé, l'un des problèmes, c'est qu'on peut plus parler du travail. Parler du travail, c'est pas uniquement parler du prix d'une course, qui est visiblement l'un des sujets de préoccupation principale, et on le comprend, puisque quand on est payé 3 balles la course, on comprend que ce soit un sujet qui, au bout d'un moment, prenne la tête. Mais la question du travail, c'est pas ça. Ça, c'est la question de la rémunération, qui vient à la fin. La question du travail, c'est plutôt qu'est-ce qui permet à un moment donné de maintenir intact l'engagement subjectif pour réaliser des activités dans le cadre d'une organisation du travail donnée. C'est ça, c'est un peu plus compliqué. Si on peut pas parler de ça avec ses collègues, finalement on se retrouve seul face à l'organisation du travail. Donc quand on est dans une organisation du travail classique, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes dans un collectif de travail,
Et tout d'un coup, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus délibérer autour du travail avec le collectif parce qu'il y a un désaccord qui s'est constitué et il y a une rupture et vous n'êtes plus en capacité de discuter avec les autres membres du collectif. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites l'expérience de la solitude. On déprime. On peut même dire de la désolation pour reprendre un terme d'Arendt qui a été développé par Christophe Dejour. On est seul face à ses difficultés, face à ses doutes, parfois face à l'animosité du collectif. Quand on est seul à le vivre, c'est horrible d'un point de vue subjectif, mais à la rigueur, je dirais que le collectif qui reste, lui, il peut continuer bon an mal an à fonctionner. Il n'est pas atomisé. Par contre, quand tout est fait pour péter un collectif, parce que justement ce qu'on veut, c'est des individus atomisés qui ne discutent plus autour des questions de travail, parce qu'on sait les managers le savent très bien depuis très longtemps. Si on laisse ces cons d'ouvriers parler de l'organisation du travail, ils vont venir nous faire chier. Donc on veut surtout pas. Taylor, qu'est-ce qu'il met en place, Taylor, le management scientifique du travail? C'est ça en fait. Il casse les collectifs et il met des types qui ne peuvent pas se parler les uns avec les autres. C'est tout. Et là, c'est particulièrement réussi parce qu'il n'y a même plus un lieu, quoi. Il n'y a pas un lieu commun où attendre, à part donc ces petits regroupements. Les regroupements-là, ce qu'il faudrait maintenant, c'est faire une enquête sur est-ce que ces gens qui se regroupent sur une base communautaire ou quoi ou qu'est-ce, la dimension communautaire, pour nous, en fait, elle est pas prépondérante. Mais de quoi ils parlent vraiment? La deuxième enquête qu'on mène avec les livreurs sans papier, en fait, ils parlent pas du travail. Ils parlent fric, ils parlent rémunération. Mais oui, parce qu'en fait, pour eux, le problème, c'est de bouffer. Ouais. Le premier problème. Enfin, bouffer, pas que bouffer, se loger, parce que les mecs, c'est des sans-papiers, et il y a pas mal de SDF. Donc c'est comment je me loge, comment je mange. Il y a un des gars qui a de gros problèmes de santé. Comment je fais pour gérer mon problème de diabète quand je suis à la rue? C'est ça, bien évidemment, le gros problème. C'est l'organisation du travail. C'est de la survie et de l'immédiat, quoi. Comment la petite tactique aussi, imaginaire ou pas, pour se poster pour une course. Je crois que c'est sur les boucles WhatsApp aussi, ce qui est l'autre simili collectif quand on devient pas un, justement. Voilà. Donc en fait, c'est ça qu'on essaie de faire comprendre. C'est que délibérer, ça passe par des moments où on va pouvoir se retrouver. Voilà, on se retrouve. Déjà, on a un temps. On se voit. On échange des trucs. Monsieur n'est pas d'accord avec ce que je dis des stratégies viriles parce que il pense que le cyclisme c'est aussi du plaisir, ce avec quoi je suis totalement d'accord. L'un n'empêchant pas l'autre. Quand on a compris que effectivement pour atteindre le plaisir, il faut déjà s'être colté avec la souffrance, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le travail. D'abord, on fait l'épreuve du réel sous la forme de la résistance, et la résistance ça fait souffrir parce que ça nous met en difficulté. Mais qu'après, bien évidemment, quand on maîtrise un certain nombre de choses, on va pouvoir prendre du plaisir. Et plus c'est difficile, et plus on prend de plaisir. Parce que quand on a réussi à résoudre tout un tas de problèmes vraiment merdiques, là, je prends mon pied. Là. Donc l'un n'est pas du tout contradictoire avec l'autre, mais entre les deux, il y a les défenses. Voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça. Délibéré. Merci. Il faut pouvoir délibérer, merci, de manière physique en fait, parce que il faut que je puisse voir l'autre, que l'autre me voit comment je réagis, ce qu'on appelle palper un peu les réactions. Est-ce qu'il transpire quand il dit quelque chose, est-ce que lui me met mal à l'aise quand il dit un truc. Enfin tout ça, ça prend du temps en fait, ça prend du temps. Et il faut pouvoir le faire. Il faut avoir des conditions qui soient à peu près réunies. On fait pas ça ni sur un coin de table. Ni dehors dans le froid sous la pluie alors qu'on attend qu'on a qu'une envie, c'est que ça fasse cling 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 cling, parce qu'en fait les mecs en plus ils sont focalisés sur leur c'est ça, il y a le séquençage du temps aussi, cette espèce la délibération ça prend beaucoup de temps en fait, parce qu'on va devoir échanger des arguments, des contre-arguments, se dire ah ouais en fait ça je l'avais pas vu ça comme ça, donc ce que je croyais là où je m'étais dit en fait j'étais pas d'accord, mais c'est parce que j'avais pas compris exactement comment les autres voyaient les choses. Il faut pouvoir délibérer sur ce qu'on appelle les astuces, les tricheries. Parce que ça, c'est hyper important. Jusqu'où je peux partager des triches avec mes collègues. Alors, sur les plateformes, ça va assez vite parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais ça se pose surtout dans les collectifs de travail constitués.
quand je suis infirmière, jusqu'où je partage mes tricheries avec mes collègues, jusqu'où je leur dis que je rectifie l'ordonnance du médecin parce qu'il s'est planté dans son dosage, jusqu'où je peux le dire, ça. Il y a une époque, je pouvais. Maintenant, je crois qu'il vaut mieux, dans certains cas, il vaut mieux se la fermer. Parce qu'en fait, on va se prendre une sanction. Donc, la confiance, ça se construit lentement. Par contre, ça se déconstruit très vite. Donc, mais pour délibérer, voilà, il faut des espaces, il faut du temps, il faut vouloir le faire, bien évidemment. Il faut mettre des choses en commun sur la table. Il faut prendre le temps de voir si on fait les mêmes activités ou pas. Et donc, échanger sur les manières de faire. Ça prend du temps. Un temps qu'ils n'ont pas. Parce que eux-mêmes sont focalisés sur la prochaine commande. Est-ce qu'on peut faire un tout petit point, vraiment très, très bête, mais en annexe du bouquin, vous donnez tout de même des indications de rémunération. Hein, ce que j'ai cru, ce que je retiens, c'est qu'en gros, pour un mois, on est au SMIC moins 30% à peu près. Ouais, j'ai vu. Bon, je vous le rappelle. Ouais. Voilà. Et c'est l'équivalent d'un Paris-Bordeaux. Un Paris-Bordeaux, en moyenne, hein, voilà, sur plusieurs mois, le livreur aurait gagné 900, un peu moins de 1000 euros le SMIC. Et s'il est en direct. Oui. Après, sinon les loueurs de compte peuvent prendre jusqu'à 50%. Ouais. Donc. Voilà, puis même on a eu des situations où le livreur de compte se barre avec la caisse. Bien voilà. Enfin non, c'était pour reciter un petit peu. Non, c'est clair. Ouais. Il y a un moment donné, les livreurs le disent. Ça a été rémunérateur. Ouais. Ça a été rémunérateur. Soit comme boulot à côté, soit comme boulot principal. Mais maintenant, pour avoir une bonne rémunération, enfin, il y a des gars qui... Ça, c'est Fabien, comme il est sur les communautés, il montrait des captures d'écran. Les gars qui expliquent qu'ils ont touché 2500 euros en un mois. Mais il faut voir le nombre d'heures qu'ils font. Ouais. Ramener au taux horaire, c'est effrayant, en fait. Et puis, il y a la baisse du coût de la rémunération aussi, par les plateformes. Mais ça, disons qu'on pourrait dire tendanciellement, ça s'est vu. Mais comme il y a en plus de grandes variations parce ils ont modifié les modalités de calcul, ils mettent des primes, ils enlèvent des primes, ils changent les modalités de calcul des primes. Personne n'y comprend rien. Les gars de la première génération nous ont dit, il y en a un, il nous a dit, moi, je tenais un tableau Excel et tous les jours, je mettais ce que j'avais fait, ce que je gagnais et ce que je croyais gagner. Et en fait, il expliquait qu'il se trompait à chaque fois. Il y a des fois, il croyait qu'il avait fait une super journée, il se rendait compte que son chiffre d'affaires, il était minable. Et des fois, il croyait qu'il avait rien fait, et il avait un chiffre d'affaires qui était au-dessus de ce qu'il attendait. Il ne comprenait rien. Alors ça, c'est quand même le management des plateformes. Enfin, c'est parti de cette opacité, on l'a évoqué, mais je sais pas, j'aimerais bien y revenir, parce qu'il y a quelque chose quand même d'être constamment en train d'évoluer dans l'obscurité complète sur la commande, sur la rémunération, sur 100 personnes, donc voilà, il y a zéro humain, avec un management alors en plus avec une délégation de l'évaluation aux clients, tout ça participe, avec la segmentation qu'on disait, donc la notification, tout ça participe à la fois de la précarisation, c'est ce qui crée la précarisation, et d'une subjectivité aux ordres dociles. En fait, pour le coup, là, le vécu de l'incertitude devient extrêmement lourd. C'est ça. C'est vraiment un management par l'incertitude. Rien n'est jamais sûr. Ça, c'est sûr. C'est ça. La seule certitude qu'ils ont, à peu près, c'est qu'à un moment donné, ils vont se blesser ou ils vont se faire attraper par les flics. Mais même ça, on ne sait pas quand. Donc. Ils savent pas quand, mais ils savent que ça va arriver à un moment donné. C'est à peu près la seule certitude. Et donc ça, typiquement, ces peurs-là, il faut être capable de s'en défendre. Donc il faut être capable. C'est fou. Hein. C'est là quand même où il faut montrer le truc qui est dingo. Hein. Je disais tout à l'heure, les coursiers traditionnels doivent se défendre de la peur de rouler. Puisqu'il y a la peur de l'accident, il y a la peur, etc. Donc les livreurs de plateforme, ils doivent se défendre de la peur de rouler. En même temps, ils doivent se défendre de la peur de ne pas rouler. Parce que ne pas rouler, c'est de ne pas faire de chiffre d'affaires. Donc déjà, vous êtes... c'est bien. Hein. C'est le l'étau et l'enclume. Oui, c'est la peur de travailler, de ne pas travailler. Ok, super. Donc ça, avec se défendre contre
l'angoisse qui est liée à l'incertitude, parce que en fait, on n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit. Plus eux, les livreurs sans papier, la peur d'être déconnectés, que n'avaient pas les autres. Et ce qui peut être suite à une mauvaise évaluation, qui peut être parce que de toute façon c'était pas la bonne livraison, enfin vraiment zéro maîtrise. Ça peut être sur un certain nombre de mauvaises évaluations, ça peut être sur trop de refus de commande, ou ça peut être aussi sur suspicion d'usage d'un faux compte, et donc dans ces cas-là déconnexion. Mais excusez-moi, mais la plateforme procède à des contrôles justement pour éviter ça. Oui. Le selfie. Elles s'en foutent. Elles s'en foutent si elle a. Théoriquement, elle devrait s'en foutre. Ça a été une grande discussion, ça, en fait, entre notamment un certain nombre de collectifs militants et de juristes. Elle peut pas dire qu'elle s'en fout, parce que dire qu'elle s'en fout, ce serait reconnaître implicitement qu'elle emploie des sans-papiers. Ils savent très bien qu'ils emploient des sans-papiers. Ils le savent. Mais ça, c'est pas leur responsabilité, c'est la responsabilité du loueur de compte, théoriquement. Pardon. Il y a la part de la police aussi quand même. C'est un point. Comme elle organise le travail, elle peut pas... mais comme elle dit qu'elle n'organise pas le travail. Enfin c'est toujours sur ce truc-là. Parce que de fait, ils sont responsables de quoi? Pas des accidents du travail, puisque c'est que des autres entrepreneurs. Pas des machines, puisque chacun a son vélo. Il y a eu des discussions quand même sur améliorer la couverture sociale, etc. Parce qu'ils voient bien que en fait ça devient de moins en moins tenable. C'est-à-dire que la jolie histoire, le conte de fées de l'intermédiation technologique, bien évidemment que ça tient pas la route. Mais ils peuvent pas le reconnaître de manière trop rapide et trop explicite, parce que de toute façon, sinon ça va être requalification en salariat. Et comme j'ai dit au début, que le modèle économique sur les livraisons, il tient pas, ça veut dire, en gros, on va travailler uniquement à perte, et là, ça va commencer à se voir. De manière trop visible. D'ailleurs, je crois que je sais plus si c'est en Espagne. Si, je crois que c'est en Espagne qu'il y a une plateforme qui est justement partie parce que, comme il y a eu requalification en salariat, elle a dit non, en fait, nous, on veut pas. Comme c'est pas rentable. Et en termes de... donc on dit, ils louent jamais les vélos, enfin il n'y a rien, chacun vient avec une sorte de responsabilité radicale, je sais plus, c'est-à-dire que chacun est en auto-entrepreneur, responsable de tout pour lui-même. Ça a commencé avec l'externalisation des coursiers, en fait, où on se débarrasse des coursiers, les coursiers sont responsables de prendre leurs commandes, d'avoir des commandes et tout ça, et ils sont responsables de leur outil de travail, donc le vélo ou le scooter là pour les livreurs. Et ça c'est quand même la belle, ça on y est habitué, mais c'est toujours pareil, la belle supercherie capitaliste, c'est-à-dire que c'est vendu comme un atout, et c'est quand même une des choses qui fait tenir. On parlait pas mal des mécanismes de défense, on en a évoqué certains, ou pas des mécanismes, mais des stratégies de défense, comme vous l'employez, mais la question du mythe, il a quand même, alors elle tient peut-être plus trop, mais il y a quand même, au début ça a été vendu avec ce côté cowboy urbain un peu sexy, il y a le mythe de l'auto-entrepreneur et de sa liberté, de l'entrepreneuriat, de la libre entreprise. Est-ce que tout ça contribue encore à faire tenir ce qui est quand même, on le voit bien, une précarité absolue, dégueulasse quoi, objectivement quand même de plus en plus visible, je dirais y compris par les acteurs de ça. Est-ce que ça joue encore parce que c'est des tactiques défensives? Est-ce que il croit encore participer comme ça, à être le petit producteur libre? Je pense que la stratégie de communication qui visait à présenter le livreur Deliveroo, le livreur Uber comme un gars cool, libre, autonome, qui travaille quand il veut, etc. Ça a fonctionné avec les livreurs de première génération. Je pense que déjà avec la deuxième génération, ça devait fonctionner un peu moins bien, parce que de toute façon, eux, le vélo, c'était pas vraiment leur trip. Avec la troisième génération, la coolitude, c'est pas leur sujet. Ni la liberté. Ça c'est moins vrai. Ça, c'est moins vrai, et on l'a vu avec la seconde enquête. Justement, mais c'est défensif. C'est l'hypothèse qu'on fait, c'est que la reprise de la rhétorique entrepreneuriale, elle est à visée défensive. C'est que si on se croit un petit entrepreneur, si on se projette là-dedans, avec en plus dans l'idée que c'est un moment uniquement dans une trajectoire d'entrepreneur qui va prendre une autre forme. Il y en a un qui
clairement, il nous a expliqué ce qu'il voulait faire. Donc lui, il avait une visée entrepreneuriale. Créer une plateforme. Non, mais il restait dans la food. Il restait dans la food, mais plus en tant que livreur, mais en tant que créateur de contenu de diététique. Donc, je pense que le côté autonomie, liberté fonctionne encore, notamment parce que il faut voir d'où ils viennent. Pour certains, ils ont connu soit le salariat officiel, soit le salariat non déclaré. Ils ont travaillé dans le BTP, ils ont travaillé dans le gardiennage, ils ont travaillé dans la boucherie, ils ont travaillé dans la restauration. Ils ont été maltraités, sous-payés, des fois pas beaucoup, enfin pas mieux que les plateformes. Donc l'expérience du salariat, ils l'ont faite. Mais un salariat complètement dégueulasse. Noir, en fait. Pas que, ils ont fait du... D'accord. Il y a eu, en fait, on a tout. On a salariat plus ou moins officiel, salariat au noir, et salariat y compris sous le nom d'emprunt d'un mec. Par exemple, dans le gardiennage, ça se faisait. Un gars dit oui, je vais vous garder ça, et puis en fait, il envoie quelqu'un d'autre à sa place. Comme ça, il peut être à plusieurs endroits. Quand on a fait cette expérience-là, avec des patrons qui sont pas sympas ou des managers qui sont pas sympas, au début, quand on arrive sur la plateforme, au moins, ils le disent, au moins, j'ai pas un patron sur le dos. Ils se rendent compte. Ouais. Après, la plateforme est un c'est drôle la plateforme de patron. Ils l'ont pas sur le dos, ils l'ont dans la tête. Mais ça met un temps, en fait. Et puis comme ça rentre, comme ça, il faut bien voir que c'est pour ça qu'on parle de colonisation. Comme ça infiltre vraiment le fonctionnement psychique, la pensée. En fait, l'emprise, elle est extrêmement forte. C'est extrêmement puissant. Quand on parle de stratégie de défense, là, nous, on en parle de manière, c'est vrai, de manière assez facile, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant quand on fait des enquêtes en psychodynamique du travail, c'est que quand on arrive vraiment à identifier dans un collectif de travail quelles sont les stratégies de défense, comment elles fonctionnent, comment elles s'organisent, à quoi elles répondent, et qu'on arrive bien à rendre visible tous ces processus aux participants, en fait, ils nous regardent avec il y a un truc qui s'allume dans l'œil, vraiment. Je l'ai fait j'ai fait l'expérience quand même à quelques reprises. Il y a un truc qui s'allume dans l'œil, et là, on voit qu'il y a un tac, ça parce que ça passe le corps. Pour nous, c'est le corps pensant, c'est pas que le cerveau. Les gars, ils se disent, les pratiques viriles, là, les pratiques qui passent par le corps et tout ça, en fait, c'était par rapport à ça. C'est parce que ça me permettait de lutter contre la peur sur la route ou en haut d'un échafaudage. Et c'est pour ça que les mecs qui mettaient un casque, ils m'horripilaient à ce point-là. Parce qu'en fait, lui, il met son casque, il me rappelle quoi ? Il me rappelle que, en fait, faut être... c'est risqué c'est hyper dangereux de pas mettre de casque quand on est en vélo sur la route. Surtout quand on le fait de nuit et à fond pour s'amuser, quand on a bu quelques bières ou pas. Donc le mec qui met un casque, il me rappelle ça. C'est pour ça en fait que je lui disais que c'était une femmelette et une trouillarde et que j'ai tout fait pour qu'il dégage du collectif. Et quand vous parlez d'auto-accélération, notamment, donc c'est ça, mais vous parlez aussi, je trouve, ce qui est intéressant aussi, c'est la dimension de saturation, justement, de l'espace mental, quoi. C'est-à-dire que c'est un phénomène, clairement, de sensation qui peut aller avec le plaisir, et qui est défensif aussi, mais oui, il y a aussi ces phénomènes de continuer le séquençage qui empêche de penser, quoi, qu'on a déjà décrit dans le temps, dans l'espace. Mais là, clairement, le plaisir, il n'y en a pas. Saturation, oui, non, là, il n'y en a plus du tout. Très clairement, on parlait du début. Parce qu'en fait, pour avoir du plaisir dans le travail, il faut quand même un certain nombre de processus. Parce que je vous ai dit, d'abord, on souffre dans le travail, ensuite, potentiellement, pour prendre du plaisir. Entre les deux, il y a pas mal de processus qui doivent se produire. Et c'est assez compliqué. Mais typiquement, plaisir au travail, il n'y en a quasiment pas. Moi, j'ai une question là-dessus, c'est sur l'action que je dirais de l'usure. Est-ce qu'il y a une gestion de l'usure, c'est-à-dire de la fatigue? Parce que pour qui fait du vélo, on se rend bien compte que
faire du vélo 1 heure, ça va très bien, faire du vélo 2 heures, ça va très bien. Et en fait, passer un certain seuil de fatigue, notamment en livraison, etc., c'est de plus en plus difficile d'être concentré, on voit plus les voitures venir, s'il pleut, enfin bon, en fait, il y a vraiment un truc où il y a des espèces de, des seuils d'usure et de fatigue. Donc, à la fois, je veux dire, sur une journée type, quoi, où genre, à un moment donné, genre, le corps, en fait, permet plus n'arrive plus à être alerte, et aussi, j'imagine une usure dans le temps plus long, quoi, parce que j'imagine qu'ils doivent quand même assez régulièrement se gaufrer, assez régulièrement se blesser, etc., etc. Et donc, parmi les gens qu'on a interrogés, c'est quoi, enfin, est-ce qu'ils se disent, par exemple, bon, je sais pas, je fais ça 1 an parce que dans 1 an, de toute manière, j'aurais eu 3 fois la clavicule cassée, ou est-ce qu'il n'y a pas de projection dans le temps, enfin, question un peu plus. Alors, pour les livreurs là actuellement, ceux avec qui on a bossé, la projection dans le temps, c'était je le fais tant que je tiens et dès que je peux sortir, parce qu'ils étaient en démarche en même temps, parallèlement, des démarches juridiques pour avoir des papiers, donc clairement pour eux, ils souhaitent la sortie, parce que ils voient bien que physiquement leur corps il est bousillé, il est bousillé. Et en fait, qu'est-ce qui les fait arrêter ? C'est quand ils peuvent plus remonter sur le vélo. En gros, c'est une grosse chute qui les empêche de remonter. Mais même parfois, avec une grosse blessure, ils remontent quand même. Donc, il y a quand même et donc, les stratégies de défense, notamment les stratégies de défense viriles, elles sont là pour... ce qui n'est pas nécessairement le cas avec eux, mais elles sont là pour dénier tout ce qui est de l'ordre de la souffrance et du ressenti de la souffrance, etc. Elles servent à ça, hein. Donc jusqu'à un certain moment, on va pouvoir continuer à bosser. L'auto-accélération, clairement, c'est on va pouvoir quand même continuer à pédaler. On va pédaler de plus en plus vite, ou avoir l'impression de pédaler de plus en plus vite. En tout cas, on va y aller, on va se mettre dans une bulle. Même si on voit plus très bien, c'est pas grave, on est dans la bulle. Et on y va, quoi. On y va. Et en fait, ce qui les arrête, souvent, c'est la chute, c'est la maladie, c'est la grippe, en fait, qui empêche de se lever. Enfin, c'est ce genre de choses. Les gars nous racontaient qu'ils étaient à un état de fatigue... Ils rentrent chez eux, ils s'assoient sur le divan, ils s'endorment, lumière allumée, tout habillé, et c'est des trucs comme ça. Ou dans les transports en commun, ils s'endorment dans les transports en commun. Ils vont vraiment au bout du bout, quoi. Cracher du goudron aussi. Je crois que ça ouvre là-dessus, quoi, sur ce gars qui se met à cracher. Ça, il est tellement fumé les bronches. Ça, on sait pas si c'est les clopes ou si c'est le. Ouais, mais le combo quand même. C'est clair. Non, mais bien sûr. Cloper à vélo, cloper en attendant. Ils mettent leur corps dans un état. C'est pas justement. Alors, les cyclistes professionnels aussi, ils mettent leur corps dans un état lamentable pour d'autres raisons. Mais au moins, les cyclistes professionnels, ils ont entre guillemets un suivi kiné, massage, truc qui fait que. Sans doute la gestion de la récupération elle est différente. Là, ces gars-là, faut voir ce qu'ils nous racontent sur la manière dont ils se soignent. On bouffe du paracétamol par poignée parce que de toute façon ça fait plus effet. Donc bon, quand on connaît les effets du paracétamol sur le foie, voilà. On applique des huiles essentielles, des mélanges de crèmes un peu bizarroïdes. Enfin, il y a des exemples. Le gars, il a dit qu'il recommencerait jamais tellement il avait été mal avec des recettes dites de grand-mère. Enfin, leur corps physique est dans un état d'usure. Très rapidement en fait. Mais parce que je vous pose cette question-là parce que bon, au-delà évidemment de la difficulté personnelle et subjective, c'est que d'un point de vue capitaliste, il y a cette nécessité depuis toujours de la reproduction de la force de travail. Et donc normalement, il faut quand même qu'on s'assure que les matériaux humains puissent être ils se renouvellent. Se renouvellent. Et moi, ça me fait penser évidemment au très célèbre bouquin de Linhart sur l'établi, où on comprend que à ce moment-là, le travail de la chaîne, qui est donc excessivement éprouvant et difficile, etc., il est en même temps pensé d'un point de vue capitaliste comme c'est là qu'on met les immigrés qui viennent tout juste d'arriver. Tout le monde sait très bien qu'ils vont pas tenir, passer. Personne ne tient au-delà de quelques mois ou 1 an. Mais voilà, mais ça
disons que c'est intégré au processus de production que on va avoir une main d'œuvre permanente qui va pouvoir être renouvelée et que donc on peut maintenir cette cadence-là. Et c'est ça que je me demande par rapport aux plateformes, vu que dans le fond, ce qui est décrit, c'est un processus, enfin une organisation du travail différente, mais en tout cas un processus de lessivage, de déreintage de la force de travail qui se rapproche un peu, se pose quand même un peu la question parce que on voit bien que je fais un détour, mais dans la chaîne, il y a la question de la vitesse à laquelle la chaîne, enfin la voiture avance, quoi. Et donc, on voit bien que le contremaître, le patron, machin, il peut agencer un peu, ralentir un petit peu, accélérer un petit peu, et puis bon, c'est évidemment qu'il doit s'adapter, mais en tout cas, il y a cette possibilité de ralentir. Et je me demande en fait comment est-ce qu'en fait les plateformes, elles sont en mesure ou non de prendre en compte cette question de l'usure de sa matière première, en fait, que sont là en l'occurrence maintenant les sans-papiers, quoi. Mais je sais pas si c'est. Bah en fait nous on n'a pas, pour le coup on n'a pas la question parce qu'on n'a pas accès à la boîte noire de la plateforme, ni des gens qui créent les algorithmes ou qui les mettent en forme ou je sais pas quoi, ou qui surveillent comment ça fonctionne. On n'en sait strictement rien de la plateforme elle-même ignore tous les accidents de ses livreurs. Ah non, je pense pas. Non, je pense qu'ils ont C'est prévu. Un signalement. Je pense qu'ils ont des éléments de connaissance. Non, je pense que eux, au contraire, ils ont beaucoup de données en fait. Il y a quand même une asymétrie, une dissymétrie très très forte. Donc effectivement, ils pourraient intégrer dans leur modèle. Donc effectivement, typiquement, c'est pas compliqué pour un algorithme. En fait, ce qui est compris indirectement, c'est que le prix de la course, je crois, est indexé aussi au nombre de livreurs disponibles à un moment M. C'est-à-dire parce que là, on parle de ça comme s'ils roulaient toute la journée. Mais il y a aussi plein de moments, parce qu'évidemment il y a moins de gens qui commandent des trucs à 8h du matin que à midi, entre midi et 14 et entre 19h et 22h. Et donc il y a tout un moment un peu il y a plein de moments un peu où il se passe pas grand chose, mais pour autant il faut qu'ils aient toujours, il faut qu'il y ait toujours la possibilité qu'il y ait un livreur qui fonce sur son vélo et qui aille prendre quelque chose. Et donc, ce que fait l'algorithme de la plateforme, c'est que s'il n'y a pas beaucoup de livreurs, elle va mieux rémunérer. C'est-à-dire que, c'est comme ça qu'elle sollicite un présentiel minimal permanent. Si par contre il y a 250 livreurs qui sont à proximité du même McDo pour aller livrer, machin, et là la course vaudra moins. Et donc, dans le fond, l'algorithme, je vais pas dire qu'il prend en charge cette usure, etc. Mais en tout cas, il va stimuler la motivation moins il y a de livreurs, mieux ils seront payés. Oui, même quand il pleut, même quand il y a. Ouais, mais là on est sur à la rigueur, la façon dont l'algorithme ne pense pas, mais même s'il pensait, il penserait en taux de présence, c'est-à-dire en taux de présence ou en taux de main d'œuvre présente. Il pense pas l'usure, il s'en fout. Parce que c'est des hypothèses. Les concepteurs de ces organisations du travail pensent qu'ils auront en permanence un renouvellement parce qu'il y aura toujours des nouveaux migrants qui arriveront et qui alimenteront le fameux réservoir de main-d'œuvre. Soit ils pensent que c'est un moment temporaire et qu'après ils feront les livraisons autrement. Via des drones ou je ne sais quoi. Et donc dans ces cas-là, le travail de livraison sera fait par le restaurateur qui mettra dans le drone son plat et par le client qui ira directement récupérer son plat dans le drone. Donc après il y a peut-être d'autres hypothèses, mais moi j'aurais tendance à dire ça. Je pense qu'ils en ont rien à cirer de l'usure des livreurs parce qu'ils pensent que en tout cas maintenant il y a suffisamment de gens qui n'ont pas de travail et il y a suffisamment de mouvements migratoires, notamment rendus illégaux, pour pouvoir alimenter leurs propres besoins de main-d'œuvre. Et je serais pas étonné que les petits malins ils sont en train de penser à des trucs encore plus automatisés. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce que permet l'algorithme et en fait la logique algorithmique, c'est une autorégulation, quoi. C'est-à-dire que dans le fond, si demain il y a moins de livreurs parce que c'est plus difficile, etc. Techniquement, mécaniquement, les livreurs vont être un petit peu mieux payés, donc plus de personnes viendront sonner à la porte jusqu'à ce que le prix rebaisse. Ça permet une adaptation et une autorégulation du marché du travail. Ça participe, c'est clair. C'est aussi pour ça que pour nous c'est une organisation du travail,
c'est la plateforme, donc soit l'algorithme, soit les gens qui sont derrière l'algorithme, qui décident le niveau de rémunération. Mais là, il n'y a pas de négociation possible, par contre. Oui, c'est ça, ouais. Oui, on peut imaginer que ça peut que se raffiner avec. En fait, ils ont poussé le modèle taylorisme de découpage entre l'exécution et la conception à un degré de raffinement qui est jusqu'à présent qui est sans précédent. On va peut-être encore aller plus loin, mais en tout cas, jusqu'à présent, là, c'était jamais allé aussi loin. Et les effets destructeurs pour la santé mentale ne sont jamais allés aussi loin. Oui, il y a quand même un passage tout petit sur le simulacre de dialogue social où il y a, je sais plus, 1,8% je crois de participation à des élections qui sont créées par la plateforme pour... Enfin bon, ça c'est absence de collectif aussi, mais c'est vrai qu'on mesure à quel point il y a absolument aucun lien, aucune négociation. Quand on parle de désolation, c'est vraiment au sens fort. C'est plein de livreurs atomisés, alors qui peuvent se regrouper parfois par affinité, peu importe d'ailleurs les affinités, mais par affinité, discutent de ce qu'on en a vu, de ce qu'on en a compris, ne discutent pas vraiment ne délibèrent pas vraiment autour des questions de travail, au sens où nous on l'entend. Et face à ça, il y a une plateforme, des plateformes qui sont totalement opaques, avec quand même sans doute quelques personnes derrière qui savent à peu près ce qu'elles font et pourquoi elles le font, mais qui contribuent à déstructurer un peu plus le vivre ensemble. Parce que... Mais c'est ça, si dans le travail on ne sait pas si ça peut aller encore plus loin, enfin probablement en termes de déshumanisation, automatisation, oui, de précarisation sûrement, mais on se demande jusqu'où. On voit les effets sur le secteur aussi, c'est-à-dire il y a la question des conditions de travail des coursiers, des livreurs, mais il y a l'effet sur le secteur, donc on voit l'apparition des dark kitchens, etc. Et puis il y a quand même autre chose que soulève le livre, qui est l'effet sur la notion même d'autorité, enfin certaines conceptions complètement intériorisées de l'autorité, et ça me semble aussi intéressant. Enfin, vous le dites bien, c'est une colonisation du travail et de la démocratie, ça s'étale au-delà du travail. Alors, là il y a trois questions. Il y a des discussions qui sont pas faciles à mener, mais c'est vrai qu'en psychodynamique du travail, il y a une conception de l'autorité qui est quand même une conception incarnée. C'est-à-dire que dans une organisation du travail classique, plus ou moins hiérarchisée, comme elles existent partout, quand on est chef, on a quand même un corps, on a a priori des idées sur ce que c'est qu'être chef. On peut se faire déchirer sa chemise comme Air France. Voilà. Mais on peut ne pas se faire déchirer sa chemise quand on est un peu malin et qu'on sait parler encore du travail avec ses subordonnés, comme j'ai eu le cas à l'Office national des forêts dans une unité territoriale où le chef était un chef avec tous les attributs du chef et il était adoré par ses subordonnés et le travail se passait très bien et c'était visiblement un très bon manager, un très bon chef. Et il avait une autorité parce qu'il était capable de trancher quand il y avait des accords, mais en gros, si en absence de désaccord, il laissait les équipes vivre leur vie, quoi. Là, avec la plateforme, bien évidemment, tout ça disparaît parce qu'il y a alors, ça disparaît, oui et non. On pourrait dire que le client occupe un peu cette position-là, parce que comme il paye, il a une position un peu mine de rien, un peu de chef. Il y a une partie du management qui repose sur lui, donc il a une certaine autorité. Et il y a le restaurateur qui peut aussi avoir un peu des fois cette position-là, parce que c'est le donneur d'ordre. Si ça se passe pas bien avec le restaurateur, ça peut avoir des répercussions sur le livreur aussi. Mais en tout cas, si on prend l'autorité au sens de ce que nous on appelle la coopération verticale, c'est-à-dire dans les deux sens entre les subordonnés et le responsable hiérarchique, avec les plateformes, ça disparaît. Il n'y a plus d'autorité incarnée. Donc plus de possibilité de discuter sur c'est quoi l'objet du travail, c'est quoi les règles, ce dont on discutait tout à l'heure à propos des collectifs se pose à peu près de la même manière avec un chef. Un chef, normalement, ce qu'on appelle un bon chef, c'est quelqu'un qui est encore capable de parler du boulot, du contenu du boulot, de la manière dont on le fait. Il est capable d'entendre les difficultés qu'on a. Un dispatcher, par exemple, dans une entreprise de course, qui organise les tournées,
si le coursier l'appelle parce qu'il a des difficultés pendant sa course, le dispatcher, il est censé entendre ces difficultés-là et il est censé discuter avec le coursier de la meilleure ou des meilleures solutions pour faire face à ces difficultés-là. Éventuellement d'arbitrer, parce que c'est le dispatcher, et que lui, il a vraiment la vision de où sont tous les autres, où en sont toutes les tournées, etc. Mais en tout cas, il doit être en mesure de discuter et d'entendre les difficultés, et de les comprendre. Là, avec plateforme, les contacts qu'il y a, c'est vaguement des plateformes téléphoniques à l'autre bout du monde, avec souvent même de l'intelligence artificielle. Et quand c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est des gens qui lisent des scripts qui ont rien à voir avec le problème que le gars est en train de se poser. Donc non, mais moi, voilà, l'action que ça me pose, c'est que, parce que, en gros, là, ce qu'on comprend, c'est que, en fait, c'est une évolution, on va dire, de la forme de la production au sein du capitalisme. C'est-à-dire que, pendant longtemps, on disait, le patron, c'était celui qui possédait les moyens de production, donc c'était en tant qu'il possédait les moyens de production qu'il était en mesure de soumettre ses employés qui, eux, ne possédaient que leur force de travail, blablabla, on va dire la base de Marx. En faisant très caricatural, à un moment donné, ça a un peu muté et on s'est bien rendu compte que ceux qui avaient le pouvoir et qui avaient le pouvoir d'organiser le travail, j'entends, c'est plus la figure du manager. Et donc le manager, lui, il possède pas les moyens de production, il agence les unités, mais en tout cas, c'est pas lui qui possède le capital. En tout cas, le manager, une partie, quoi. Ouais, en tout cas, il possède pas le capital comme le patron historiquement le possède, pas du tout. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que les intermédiaires sautent les uns après les autres. Et là, maintenant, ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a pas de capital dans le sens, au sens vraiment rigoureusement marxiste du terme. Genre, il y a pas des machines avec un capital mort. Enfin, c'est une application diffuse qu'on télécharge, qui nécessite comme seul capital de télécharger son truc. Et donc, moi, je trouve que et donc, si vu l'efficacité, la vitesse avec laquelle c'est devenu opérant, l'efficacité avec laquelle ça sert des milliers de Parisiens à chaque instant, etc. Ça signifie que c'est un modèle. Il y a à peu près aucune raison de s'imaginer qu'il va pas s'étendre à d'autres, que la plateformisation, elle va pas, en gros, déborder le seul exemple des livreurs. Et la chose, est-ce que vous percevez, moi, comme ça, j'en vois pas, mais j'imagine que vous avez dû plus y réfléchir, mais est-ce que vous percevez d'autres secteurs, entre guillemets, soit des services, soit de la circulation de marchandises, d'autres secteurs qui pourraient se retrouver à adopter cette forme plateforme, quoi. C'est déjà le cas. Partout. Par la banque. Pôle emploi, c'est le cas. Il y a la plateformisation. Là, on revient aussi sur... Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a encore, au contraire, une matérialité du capital. Parce que, d'ailleurs, on en entend parler en ce moment avec les fameux serveurs. C'est que les applications, sans les serveurs, elles n'existent pas. Sans les téléphones, elles n'existent pas. Donc, certes, le téléphone est la propriété du client, mais il faut quand même que de l'autre côté, et c'est en ça que notre enquête ne permet pas de répondre, c'est que nous, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'application. Mais forcément, il y a du matériel. Forcément, il y a du capital. Donc ça c'est sûr qu'il y a toujours cette base matérielle. Moi, je suis pas totalement un fanat du capitalisme totalement immatériel, cognitif et tout ça. Il y a toujours une base une bonne vieille base matérielle quelque part. Elle est peut-être pas en France, elle est peut-être en Chine, elle est peut-être en Inde, elle est peut-être machin, mais il y a une bonne vieille base. Et les serveurs, c'est une bonne vieille base. Il y a les propriétaires des serveurs ou les propriétaires des algorithmes ou les propriétaires des bureaux dans lesquels on développe les algorithmes. Tout ça, et les employeurs des développeurs. Tout ça, pour nous, c'est opaque, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. En clair, ça existe, et je pense qu'il y a des travaux qui finiront par sortir, très précis, qui racontent ça, parce que à un moment donné, il y a des gens qui travaillent de ce côté-là, qui vont en avoir marre, qui vont sortir et qui vont balancer les dossiers, c'est sûr, qui feront une forme de carnet ethnographique de ma vie en tant que développeur chez Uber, je sais pas quoi. Ouais. Mais donc ça, c'est une chose. Ensuite, la plateformisation, de toute manière, dès les textes fondateurs, ils l'annoncent. Ils veulent plateformiser l'État. La forme État, ils la veulent plateformiser. En gros, il faudrait plus qu'il y ait... C'est toujours le problème de la délibération. Ils veulent
plus qu'il y ait de possibilités de présence, de délibérer physiquement, collectivement. Et donc ils veulent une intermédiation technologique directe entre eux. Donc on serait plus des citoyens, on serait des consommateurs ou des micro-entrepreneurs de tout aussi, parce que nous-mêmes on l'est pour tout. Je veux dire pour sa propre bureaucratie, pour sa propre. Mais par exemple, si vous êtes peut-être qu'un jour on votera uniquement via une plateforme machin et puis une plateforme démocratique. Voilà. Mais France Travail fonctionne déjà comme ça. Hein. L'envoi des offres d'emploi se fait via algorithme. Donc via plateforme, ce qui crée beaucoup de problèmes. Mais Hubertitch, il y avait. Moi, je trouve qu'il y a quand même, à mon avis, une différence entre on va dire les services qui se plateformisent. Je dis pas que c'est bien, hein, évidemment, mais la mise au travail qui est organisée par les plateformes. Je trouve que c'est pas exactement. Le truc, c'est que ça a un effet aussi sur les travailleurs de France Travail, mais donc ça se voit moins. Donc c'est pour ça il faut voir comment à chaque fois quand la plateformisation arrive dans une organisation, quelle forme elle prend. Comment elle se déploie et quels effets réels elle a sur les travailleurs de cette organisation, en plus des effets qu'elle a sur les utilisateurs. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que dès le départ, les patrons de Google, etc., ils l'annoncent clairement. Ça va libérer tout un tas de trucs. D'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, entre guillemets. C'est qu'ils nous annoncent les rapports de genre vont exploser, enfin ça va être l'égalité entre hommes et femmes, c'est bon, les rapports de race vont exploser aussi, enfin grâce à Google, grâce aux plateformes, tout ça va être vachement mieux. Or on s'aperçoit de quoi? Bien évidemment que non. C'est que les rapports de domination elles se sont durcis. Les femmes là en tout cas pour la livraison, il y en a un peu plus, mais c'est quand même pas énorme. Et puis vu comment c'est organisé, je pense qu'il n'y aura jamais énormément de femmes de toute façon. C'est tellement déjà pour les hommes c'est compliqué, mais alors pour les femmes, il y a encore plus d'obstacles liés à la manière dont l'espace public de base est pensé, organisé, qui n'est pas du tout fait pour les femmes. Donc on est bien sur un durcissement des rapports de domination capitaliste, puisqu'on est dans le capitalisme. Donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle de capitalisme dystopique, c'est parce qu'en fait on voit à peu près où on en est, mais c'est vrai que j'avoue avoir un peu de mal à m'imaginer jusqu'où ça va aller, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est surtout des questions de qu'est-ce qui va résister, quoi. C'est plus des digues, on a l'impression qu'ils vont essayer tout. Pour l'enseignement, moi je suis étonnée qu'il n'y ait pas un dispatching. Pour l'instant, rien ne résiste. Oui, non mais c'est ça. Mais jusqu'où, le niveau de résistance pour l'enseignement, le Hubertitch, il y avait une blague, je me souviens, un sketch il y a quelques années, il me semble, justement, où on envoyait des enseignants un peu partout à partir d'une plateforme. En fait, ça semble maintenant, mais c'est même plus une blague. On a l'impression que au début, c'est pas passé à l'action, c'est les collègues enseignants au début ils résistaient contre les MOOC. Ouais, bah voilà. Moi j'ai vu des collègues enseignants qui ont la résistance, elle a faibli. Ouais. J'ai vu des collègues se lever vent debout contre les visios, gna 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 gna. Bon tout le monde s'est mis, alors plus ou moins visio, mais mais il y a l'idée de fournir un contenu qui va pouvoir rentrer dans une case n'importe quel moment. Qui est en plus qui est aspiré, alors qu'on n'a pas spécialement envie que ce soit aspiré, mais c'est de toute manière, on ne nous demande pas notre avis, donc c'est aspiré. Enfin, moi, honnêtement, alors après, c'est à titre individuel, ça n'a pas une grande portée. Moi, c'est le boycott, c'est-à-dire que je boycotte tous ces trucs-là. Mais c'est un machin individuel qui n'a aucun poids. Et quand on voit comment Macron, en France, alors Macron est un individu, mais lui, il a la tête de l'État, donc il a un peu plus de moyens que moi qui suis un individu qui veut boycotter. Quand on voit l'énergie qu'il a mis pour faciliter l'installation des plateformes en France dès que c'était possible, on se dit qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, parce que... Et d'autant qu'il y a aussi cet effet, on parlait d'autorité de surveillance où je vais juste intervenir, mais vous finissez un peu sur le modèle chinois, le crédit social, enfin tout ce que ça permet comme effet second aussi,
semble évident, quoi. On parlait quand même un peu, je sais plus si c'était au début peut-être, mais de toutes les données dont on sait pas non plus où elles circulent, enfin voilà. Et mais qui sont quand même importantes finalement, à la fois des restaurateurs, des habitudes, enfin bon, mais dont on peut évidemment imaginer que c'est du pain béni pour toute aspiration. Ce qui est intéressant dans l'exemple de la livraison, c'est que au départ, on peut se dire, c'est un geste finalement qui est assez anodin de faire une commande. On a tous commandé, on s'est tous déjà fait livrer. Pas nécessairement par des plateformes. Pas de la bouffe. Ouais. Je parle, on a tous un jour commandé une pizzeria, et le mec, il avait son livreur attitré, qui faisait les tours, et il nous ramène la pizza. Ça tous arrive une fois. Mais, donc c'est anodin. Peut-être qu'au départ, il y a beaucoup de gens qui ont commandé sur les plateformes, qui ont reproduit ce geste un peu anodin, en fait, sans vraiment se rendre compte que, très rapidement, les plateformes allaient être en mesure de, finalement, déqualifier le travail des restaurateurs en montant des dark kitchens. Et ça, faut être tordu pour... Moi, consommateur qui fait une demande de livraison, il faudrait quand même que j'ai l'esprit vachement tordu pour me dire, à la base, oui, mais alors si je fais ça, en fait, ils vont tac, tac, tac. Et... Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Tant qu'on n'est pas au courant, on peut toujours dire, ouais, mais moi, je savais pas que c'était... Enfin, je pouvais pas prévoir, faut quand même... Ok, Philippe Cadic, si on lit ses bouquins maintenant, ça nous apporte quelques éléments de réflexion. Mais ça restait de la science-fiction. Maintenant, il y a quand même de la littérature qui est sortie. Il y a quand même tout un tas d'expériences. Les dark kitchen, il y a quand même, je pense, un paquet de gens qui en ont entendu parler. Enfin, donc maintenant, on sait que une plateforme de livraison, ce n'est pas que de la livraison. C'est autre chose. C'est de l'aspiration de données, de la restauration. C'est de l'aspiration de données sur des flux urbains, comment ça circule. Et donc, potentiellement, pour réfléchir ensuite sur comment on reconfigure des flux de logistique. Amazon, s'il construit des énormes centres de gestion logistique à tel ou tel endroit, c'est certainement pas un hasard. Tout ça, c'est bien évidemment qu'il y a une stratégie derrière. Ils sont en train de repenser l'architecture routière, de circulation des flux. C'est sûr. C'est sûr. Grâce aux données de qui commande, qui envoie, comment c'est livré, tatati, tatata. Mais qu'un monde pensé pour la consommation, et pour ça, pas pour la délibération. Ouais, c'est clair. Pas pour la démocratie non plus. Hein. Non, voilà, oui. Pas... À sa base, ouais. Même si ça concerne qu'une infime minorité de la population de consommateurs, avec le fait que les livreurs sont des sans-papiers, est-ce que ça peut pas entraîner un phénomène de désaffection tout de même très mineur, mais... Je sais pas. Non, et dans le face-à-face avec le consommateur, le client, mais aussi dans l'espace urbain, on n'arrête pas, on les voit, sur leur bécane, avec leurs gros sacs, sous la pluie. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un effet... je sais pas. Moi, j'avais une question là qui allait dans ce sens, par rapport à ce que vous disiez sur les rapports d'autorité. Le fait qu'il y ait cette autorité un peu plus diffuse aujourd'hui, avec les petits chefs, qui sont aussi à la fois les clients et les restaurateurs. Et je me souviens qu'il y avait tout un système d'annotation. Je ne sais pas si c'est toujours fonctionnel ça, et si en fonction de l'annotation, la rémunération baisse, le taux de commande, de proximité avec la commande... A priori, mais on ne sait pas en fait. Mais oui, normalement... Ça fait partie de même la causalité est cassée en fait, il n'y a pas de lien de causalité. On sait, le seul truc qu'ils savent, c'est que si la note baisse trop, ils vont être déconnectés. Ça, c'est la seule certitude qu'ils ont, et c'est une de leurs peurs. Okay. Et donc, surtout, pas de clash avec les clients. Il y a une injonction à mais ça, c'est sûr. Le sourire, sûr. Tu viens de traverser Paris sous la flotte, voilà. Tu arrives, tu dois faire bonne... Il faut pas mal parler, il faut même pas demander à aller aux toilettes parce qu'on sait pas comment ça va être. Le gars qui est diabétique là, il explique. Le mec il doit aller pisser et après il se fait déconnecter parce qu'il a demandé à un client s'il pouvait utiliser ses toilettes. C'est des choses qui sont... Donc moi les clients, honnêtement, j'ai pas un grand optimisme par rapport à ça. Justement parce que c'est que des consommateurs. Pour moi, il n'y a pas de réflexion trop politique derrière.
collectivement organisés. Ça reste des clients atomisés qui font leur truc. La fast fashion et toutes ces merdes-là, on sait très bien que ça pollue, on sait très bien que c'est de la main-d'œuvre ultra précarisée. Ça empêche pas les gens de commander. Donc ça, moi, je me fais pas trop de... C'est pour ça, l'appel au boycott, je le fais moi, parce que ça me fait du bien individuellement. Voilà, c'est... En termes d'action politique, j'y crois que très moyennement. Je me trompe peut-être, je serais très heureux de me tromper. Et du côté des livreurs, vous voyez éventuellement des possibilités de bouger les lignes un peu. Alors c'est ce que Bourdieu appelait les mobilisations improbables. C'est-à-dire que effectivement, il y a des choses qui ont un petit peu bougé. On parlait du clap. Mais il faut voir que le clap, au départ, c'est un profil sociologique qui est très, très particulier. Donc ils ont mis en discussion un certain nombre de choses en lien avec des avocats du travail qui sont spécialisés sur le droit du travail. Il y a des juristes des académiques juristes qui sont, je pense à Barbara Gomez, qui se sont intéressés à ces questions-là. Donc il y a effectivement quand même une conjonction d'événements et d'intérêts, soit académiques, soit professionnels pour les avocats, soit je parlais de Pascal Savoldelli, donc un sénateur communiste qui, lui, il est hyper actif sur cette question, en 2 mots, hyper actif. Sur cette question, en fait, il porte ce truc-là au Sénat, parce qu'il trouve que c'est absolument scandaleux comme situation. Enfin, il est très au clair avec ce que c'est que ce modèle, vers quoi ça mène et tout ça. Donc il y a comme ça quelques éléments. Il y a la CGT aussi qui a porté quelques Il y a eu des grèves. Il y a eu des mouvements de grève. Alors pas qu'en France. En France, il y a eu des grèves, mais avec des conflits aussi autour des grèves. Il a failli y avoir des choses qui dégénèrent. Donc, on voit les trucs, la tension que ça peut générer. Donc, il y a des mobilisations, voilà, des mobilisations improbables. Des gens, on n'attendrait pas trop, et ils arrivent à le faire. Mais, jusqu'à présent, les questions de santé et de santé mentale, en fait, elles n'ont pas été portées. Et pour nous, c'est hyper important que ce soit porté sur ces questions-là, parce que si on le prend pas à bras-le-corps, en fait, c'est difficile de poser la question de l'organisation du travail d'une manière très précise. Mais ça, c'est s'en prendre à l'algorithme, alors. C'est ça le truc. Pour nous, le coopérativisme de plateforme est possible. C'est-à-dire, en fait, monter une scope de livraison, vous avez votre algorithme en open source, et vous faites votre business avec les dispatchers humains, avec les discussions avec les livreurs, etc. Ça existe. Mais par contre, ce qu'il faut être la limite, on revient au modèle économique. Le modèle économique des plateformes n'étant pas a priori rentable sur les livraisons, on ne peut pas l'appliquer tel quel aux coopératives. Ça, c'est des discussions que j'ai eues avec un ancien d'une coopérative, justement, qui s'appelle Martin Malzieu. Lui, il pense que le système de la livraison food individuelle, c'est ingérable, en fait, pour une coop. C'est pas possible d'organiser le travail de façon à ce que ça dégage de l'argent. Parce qu'en fait, ça prend trop de temps. Donc, cette question-là, ça prend beaucoup trop de temps. Alors qu'une tournée de colis, de trucs et de machins, comme elle est organisée en amont, là on peut effectivement jouer sur le niveau de rentabilité de la tournée. Mais pas de la commande comme ça qui arrive au coup par coup. Donc le modèle de plateforme pour la livraison ne peut pas être tel quel dupliqué. Mais dans le fond, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'il ne puisse pas y avoir d'organisation communiste du travail de plateforme, quoi. Moi, je pense que le meilleur, en tout cas dans la livraison, le meilleur modèle, le modèle de la coopérative, avec un algorithme open source, avec un dispatcher humain qui discute des tournées, etc. C'est un modèle qui a priori peut être viable pour peu que, mais ça nous emmènerait sur d'autres discussions, la question de l'organisation du travail et de la santé, notamment de la santé mentale, soit posée comme un enjeu central de la délibération. Parce que sinon, on reproduit exactement ce contre quoi on s'est battu dans d'autres structures. Et c'est l'autogestion de la misère sur une autre modalité.
c'est même plus de l'autogestion, parce qu'en fait, la dimension autogestionnaire, elle dégage, à un moment donné. On retombe sur un modèle très hiérarchique, avec en gros un gérant, un directeur des opérations, un informaticien qui bidouille les trucs, et les pauvres cons qui sont sur la route avec le vélo.